Écoutez, bienvenue donc à la Chambre de métiers et d'artisanat de Savoie pour ces 5 à 7 de l'éco-construction. C'est la deuxième édition depuis le début 2012. Il y a déjà eu une édition à l'ASDER en ce qui concerne la Savoie. Ces soirées ont été initiées dans le département de la Loire au départ. Nous avons dupliqué cette façon de fonctionner. Donc ces journées sont organisées conjointement par l'ACMA, bien sûr, de la Savoie, l'ASDER, la CCIT, la Chambre d'agriculture, la CAPEB Savoie, la Fédération française du bâtiment et l'Interforêt-Bois 73. Alors bien évidemment, nous sommes entre gens du bâtiment, on défend tous les mêmes valeurs du bâtiment. Et donc c'est un sujet très complexe aujourd'hui puisque c'est le transfert de vapeur d'eau et d'humidité dans les parois. Donc c'est un sujet effectivement extrêmement technique. Et nous avons le plaisir donc d'avoir Samuel Courget qui est un spécialiste de la chose et qui va donc entrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous passer tout de suite le micro et encore merci et bonne réunion. La problématique qui nous intéresse, c'est une problématique d'hiver. En tout cas, la source des problèmes naît l'hiver. Alors il faut simplement savoir que l'hiver, l'air de nos bâtiments est beaucoup plus humide, beaucoup plus chargé en vapeur d'eau que l'air extérieur. Et on pourrait faire le même petit dessin pour les calories. Imaginez, là on est à l'intérieur, là on est à l'extérieur. Les calories cherchent à s'équilibrer entre le chaud et le froid. Eh bien, quand vous avez un air chargé en vapeur d'eau d'un côté et un air faiblement chargé en vapeur d'eau de l'autre côté, vous avez effectivement une pression qui se fait sur la paroi. Donc la vapeur d'eau, elle fonctionne comme ça. Et selon la nature et la structure des matériaux, eh bien les matériaux s'opposent plus ou moins à la migration de cette vapeur d'eau. Et on pense tout de suite à un matériau qui s'oppose radicalement à la migration de la vapeur d'eau, c'est le verre. Voilà, le verre, la vapeur d'eau, elle ne peut pas rentrer dans le verre. C'est entre autres pour ça qu'on a, ça fait partie des surfaces sur lesquelles il y a le plus facilement des condensations. Je dirais la vapeur d'eau ne rentre pas dedans, elle s'arrête contre, et il suffit que le verre soit un peu froid, et ça dégouline tout de suite. Sauf que si vous comparez un bâtiment à un individu, la respiration, donc ce qu'on fait avec nos poumons, avec notre système respiratoire, c'est plus comparable à la ventilation d'un bâtiment. La ventilation, qu'elle soit mécanique ou l'ouverture des fenêtres. En tout cas, la respiration d'un bâtiment, c'est la ventilation d'un bâtiment, c'est comparable à la respiration. Voilà. Et si on voulait comparer le fonctionnement d'une paroi pas complètement fermée entre les échanges intérieurs et extérieurs, ce serait la peau. Et la peau, elle ne respire pas, elle perspire. C'est-à-dire qu'il y a des micro-échanges entre notre corps et l'extérieur, mais ce n'est pas de l'ordre de la respiration. Alors, maintenant, on a regardé ça, donc, je rappelle, l'humidité, c'est soit de la vapeur, soit de l'eau. À l'intérieur des parois, la vapeur d'eau peut se transformer en eau, l'eau peut se vaporiser. À l'intérieur des parois, jamais de problème avec la vapeur d'eau. C'est toujours quand elle est flotte, quand elle est eau liquide, qu'il peut éventuellement y avoir des problèmes. Et les matériaux sont plus ou moins ouverts à la migration de la vapeur d'eau, et ils permettent plus ou moins facilement la migration de l'eau. Donc, on a dit, ils sont plus ou moins capillaires. On a un mur isolé par l'extérieur et l'intérieur. Qu'est-ce qu'on rentre comme données? On rentre la réalité de l'air intérieur, plus ou moins chaud, plus ou moins humide. On rentre la réalité de l'air extérieur, plus ou moins froid, plus ou moins humide. On rentre l'épaisseur des matériaux, leur comportement vis-à-vis de la thermie, donc leur lambda, et on rentre leur comportement vis-à-vis de la vapeur d'eau, le fameux mu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit le comportement d'un matériau à la vapeur d'eau, c'est le mu, et donc le mu et le SD. Les valeurs un peu barbares,
mais bon, il faut savoir qu'elles existent. C'est quand même des valeurs assez simples avec des unités assez simples. Alors on regarde ça, et ça nous trace deux courbes. La courbe de ce qui se passe dans le mur, et la courbe qui correspond au point de rosée. Ça veut dire que si cette courbe-là croise celle-ci, il y a condensation. Ce n'est pas parce qu'il y a condensation qu'il y a problème, je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Mais s'il y a condensation, il faut se poser la question. Si elle ne se croise pas, on est bon. Si elle se croise, il faut se dire, ah, j'ai besoin d'avoir plus d'informations pour savoir si ma paroi, elle marche ou pas. En tout cas, la norme, il y a une norme qui permet de définir la méthode Glaser. La méthode Glaser, finalement, on fait ça mois par mois sur un an. Et en fonction des résultats, on arrive à la conclusion, notre paroi, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Sachant que, je vous ai dit, c'est une méthode simplifiée. Je cite Claude-Alain Roulet, qui est une des références internationales de ces sujets-là, qui est un Suisse, qui vient de finir sa carrière, il est en retraite maintenant, il enseignait à l'école polytechnique de Lausanne. Et par rapport à la méthode Glaser, il dit qu'il y a une marge de sécurité importante. En tout cas, quand Glaser nous dit ça marche, on est sûr que ça marche. Par contre, si Glaser nous dit que ça ne marche pas, c'est pas évident que ça ne marche pas. Alors ça, c'était avec la méthode Glaser. Il faut savoir que maintenant, en 50 ans, les possibilités de calcul ne sont pas du tout les mêmes. Maintenant, on peut faire des centaines ou des milliers d'opérations à la minute. Donc finalement, il y a des techniques maintenant beaucoup plus complètes et complexes. Et il y a une norme, donc tout à l'heure je vous ai cité la norme de Glaser, là c'est la norme du logiciel WUFI. Donc c'est une norme qui explique les phénomènes dans leur complexité, et il y a des logiciels, des fabricants de logiciels qui ont travaillé avec cette norme et qui offrent des produits. Donc c'est le cas par exemple du logiciel WUFI qui fait ça. Donc il fait quoi? Il simule 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 6 années de vie de la paroi. On a rentré une paroi là. Et le logiciel WUFI nous renseigne de l'évolution des températures, de l'humidité relative et de l'eau liquide. Donc, ce logiciel finalement est beaucoup plus complexe et il intègre ce qu'on a dit tout à l'heure, la réalité de l'eau, la réalité de l'air côté extérieur, ici on est côté extérieur, la réalité de l'air côté intérieur. Donc, WUFI intègre tout ce qu'on intégrait dans Glaser, mais en plus, si les matériaux sont capillaires, il l'intègre. Ce n'était pas le cas de Glaser. Si les matériaux sont hygroscopiques, donc si naturellement ils arrivent à fixer de l'eau, il l'intègre. Il s'intègre aussi si on est à la plus battante, sur la façade plus battante. D'accord? Donc on rentre beaucoup plus d'informations. Et je téléphone au marchand de matériaux du coin, matériaux bio, en me disant, lui, il a des freins à vapeur, parce que chez Point P, on n'a pas forcément les freins à vapeur, en tout cas moins facilement. Donc je téléphone au marchand de matériaux bio de mon coin, et je lui dis, bon, je voudrais un frein à vapeur. Est-ce que tu as... Il commence à me faire le truc en disant, ouais, j'ai un... Alors là, tout le monde en est content, il est génial, voilà, c'est une fabrication suisse. Donc un vendeur de matériaux bio, désolé s'il y a des vendeurs de matériaux bio là, mais mon vendeur de matériaux bio qui vous dit que le truc qu'il va vous vendre est génial et qui vient de Suisse, vous avez déjà une information, c'est que c'est un produit cher. Vous ne savez pas si c'est un bon produit, mais vous savez qu'il est cher. À un moment donné, je lui dis, écoute, moi ce que je veux savoir, c'est comment il se comporte à la vapeur d'eau, ton truc. Donc quel est le SD? C'est comme quand vous cherchez un isolant, la première information qu'on veut quand même sur un isolant, c'est lambda. D'accord? Donc je dis, quel est le SD de ton frein vapeur? Et là, je vous dis que la définition, a priori, moyenne en Europe, c'est SD. Donc plus c'est grand, plus c'est fermé à la vapeur d'eau. D'accord? Donc le SD d'un frein vapeur, c'est entre 1 et 3 à 5 mètres. Et le SD d'un pare vapeur, c'est au-delà de 5 à 10 mètres. Et donc, je questionne mon vendeur et je dis, c'est quoi le SD? Il me dit, le quoi? C'est comme un vendeur d'isolant qui vous dit, le quoi? Le quoi? Le coefficient de... Oh, il y a ces questions, quoi. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, ces questions. J'ai dit, ben, regarde dans la doc, c'est marqué. Il me dit 20 mètres. 2 à 4 fois plus fermé de ce qu'on commence à appeler un pare-vapeur. Donc,
quand je vois, alors je lui dis, mais tu sais que ton truc, c'est un pare-vapeur, elle est bien fermée. Il dit, bon, attends, déconne. Non, ça marche, vas-y, ça marche. Je dis, ouais, sauf que tu connais un peu le sujet. Et donc, vous avez un marchand là, qui sous prétexte qu'il vend des matériaux bio, il a la compétence sur ces sujets-là. C'est pas du bio dont je vous parle pas, c'est de la physique des matériaux là. D'accord? C'est bio ou pas, qu'il soit en maïs ou en polyuréthane, votre membrane, je m'en fiche. Moi, c'est le SD qu'il me faut là, pour savoir si ça ouvre ou ça ferme. Et il me dit, ouais, moi il marche, je continue à le vendre. Donc il y a 4-5 ans qu'il continue à vendre ce truc, ça marche, tout le monde lui achète, il n'a pas eu de sinistre, il s'en fiche, et s'il y a des sinistres, c'est pas lui qu'on vient. Ouais. Mais c'est marrant de voir finalement qu'il vend du pare-vapeur avec quelque chose de très fermé, avec comme argument, heureusement que vous êtes venu me voir, parce que si vous étiez allé voir le méchant pointé du coin, vous alliez faire pourrir votre maison avec un méchant pare-vapeur. Alors il vous vend quelque chose de très fermé avec cet argument-là, et sur les laines minérales, par exemple, il y a des pare-vapeurs qui sont beaucoup plus ouverts que le truc qui vend 10 fois plus cher, made in Switzerland. Voilà, donc enregistrez que la définition pour savoir si un matériau est ouvert ou fermé à la vapeur d'eau, c'est le SD. Voilà. Et c'est pas parce qu'il est vendu par un marchand de matériaux bio qu'il est ouvert à la migration de la vapeur d'eau. C'est plus physique du bâtiment que ça. Effectivement, le terme qu'on utilise officiellement en France, un terme générique, c'est pare-vapeur. Et un pare-vapeur est plus ou moins ouvert à la migration de la vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'il est frein-vapeur. Officiellement en France, un frein-vapeur, c'est un pare-vapeur peu fermé. Voilà. Donc c'est vrai que ça complique un peu les choses, le fait qu'il n'y ait pas de définition, et que certains acteurs, comme moi, nous, on a repris, donc je ne dis pas que j'ai raison par rapport à ça, mais c'est une habitude qui s'est imposée dans une certaine littérature et chez pas mal d'acteurs. Finalement, on parle de frein-vapeur. Eh bien, finalement, nous, on a traduit les termes étrangers. Et dans les pays étrangers, il faisait la différence. En attendant, je vous propose une conclusion. La première chose, réalisation d'une très bonne étanchéité à l'air, côté intérieur, plus pose d'un système de renouvellement d'air. Donc la première condition à respecter pour limiter les risques. La deuxième, choix de parements extérieurs très ouverts à la vapeur d'eau. Et si ce sont des enduits, les choisir également capillaires. Donc après, dans les échanges, on pourra prendre quelques exemples pour voir comment ça marche et on retombera sur ces principes. Troisième principe, côté intérieur, choix de matériaux limitant l'entrée de la vapeur d'eau dans la paroi. Donc le réflexe du frein-vapeur ou du pare-vapeur, c'est quand même quelque chose, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc c'est logique par rapport à cette réalité physique. Mais permettant, si besoin, son évacuation lorsque les conditions le permettent. Donc finalement, pas quelque chose de trop fermé. Donc, quelque chose qui calme l'entrée, mais qui permet éventuellement à l'humidité à l'intérieur du mur de partir côté intérieur lorsque les conditions le permettent. Et puis, parce qu'il y a des situations complexes, donc particulièrement pour les murs anciens sujets à l'humidité et contenant des matériaux putrescibles et ou de la terre crue ayant un rôle structurel, on va chercher une continuité capillaire à l'intérieur des parois. Je reviens un peu là-dessus. Les murs anciens, sujets à l'humidité, je pense entre autres aux murs qui ont des remontées capillaires. On a des murs qui sont humides. C'est-à-dire que là, ce n'est pas que l'humidité qui arrive de l'espace intérieur. C'est l'humidité qui arrive du dessous. Donc cette humidité-là, il ne faut pas qu'elle s'additionne à trop d'humidité qui arrive de l'air intérieur de nos bâtiments. C'est-à-dire que là, il y a un risque important, particulièrement si dans notre mur, il y a des matériaux putrescibles. On pense entre autres au bois, mais là on est dans un patrimoine où il n'y a pas de torchis, mais je ne sais pas si au centre-ville de Chambéry il y a des bâtiments en torchis, mais il y a beaucoup de centres-villes où il y a des bâtiments en torchis, sinon il y a des régions entières comme je pense à la Normandie principalement et l'Alsace, où il y a du torchis. Du torchis, ça signifie quoi? Ça signifie de la paille à l'intérieur, donc un matériau sensible. D'accord? Ou bien les murs particulièrement sensibles, c'est les murs où la terre crue a un rôle structurel, entre autres le pisé. Imaginez, vous avez un mur en
en pierre, ourdé à la chaux. Votre mur, qu'il soit sec ou humide, il a la même résistance mécanique. Okay. Par contre, votre mur en pisé, s'il est fortement chargé en humidité, il n'a pas du tout la même résistance mécanique. Okay. Donc vous voyez que des fois, le fait que le mur soit humide a des incidences secondaires, en tout cas notre mur ne va pas nous tomber dessus, alors qu'en pisé, dans les murs où la terre crue a un rôle structurel, ou bien les murs dans lesquels il y a des matériaux putrescibles, il y a une attention particulière parce que les dommages peuvent être plus importants. Et l'autre jour, j'étais... alors, entre autres, un endroit qui est très fragile, c'est les nez de poutre. Parce que si je prends par exemple mon mur de pierre ourdé à la chaux, je dis, tranquille, mon mur, qu'il soit humide ou qu'il soit sec, il a les mêmes caractéristiques mécaniques. D'accord? Il est aussi costaud s'il est sec ou humide. Sauf qu'à l'intérieur de mon mur, imaginez qu'il soit humide, s'il y a des solives qui rentrent dedans, voilà, eh bien la solive est un matériau putrescible. Et c'est souvent au niveau des solives que ça a pourri. Et j'étais, il y a quelques semaines, à Paris, dans un quartier dans lequel j'étais peu allé depuis une vingtaine d'années. Et il y a un bâtiment que j'aime bien là-bas, c'est la grande mosquée de Paris, qui est vraiment un beau bâtiment. Et tiens, ça me faisait un crochet de 300 mètres, je me dis, je vais voir, voilà, c'est effectivement un monument. Je vois des cloques sur l'enduit extérieur. Donc, peinture blanche, sur enduit ciment, des cloques, qui est mal barré les propriétaires. Je fais 100 mètres sur le trottoir et je vois un grand panneau, permis de construire, réfection de l'ensemble des planchers. Il n'y a pas photo, c'est les poutres qui ont pourri. Pourquoi? Là, en l'occurrence, c'est un enduit extérieur trop fermé. Donc l'humidité qui remonte dans le mur, l'humidité qui reste dans le mur, parce qu'elle peut plus se barrer côté extérieur, parce que ce n'est pas un enduit à la chaux. L'enduit à la chaux est capillaire, l'enduit au ciment est moins capillaire. Donc l'humidité qui reste dans le mur, et la fragilité, c'est l'idée de poutre. Donc je ne suis pas allé voir là-dessus, mais quelque part, voilà, c'est un exemple de plus, il se trouve qu'il est récent, donc je l'amène là. Donc effectivement, ce n'est pas le mur qui tombe là, c'est l'idée de poutre qui s'affaisse, donc le plancher qui s'affaisse un peu, et voilà, et puis on fait un petit essai destructif pour voir ce qui se passe, et on voit effectivement que les ancrages de poutre sont faux. Et bien finalement, il y a une nouvelle génération maintenant de freins de vapeur, et ça c'est génial. C'est en fait des pare-vapeurs. Hein. Tout ça pour arriver à la conclusion. Je reviens à la définition pare-vapeur, frein-vapeur. C'est peut-être le CSTB qui a raison. Utilisons un terme, et puis finalement, avec, parallèlement à l'utilisation de ce terme-là, une valeur qui dit c'est complètement fermé ou peu fermé ou qu'un petit peu fermé. Parce que là, effectivement, il n'y a pas de définition officielle. Vous appelez un chien un chat, il n'y a pas de définition du chat, vous ne savez pas trop ce que c'est. Voilà. Un chien. On laisse les chiens de côté. Les chats. Les freins de vapeur à diffusion variable, il faut simplement savoir que depuis quelques années, on a finalement des pare-vapeurs qui ne sont pas par-évaporateurs. C'est-à-dire que c'est des pare-vapeurs qui ont un SD, c'est-à-dire que leur comportement à la vapeur d'eau est différent l'été que l'hiver. L'hiver, ils sont relativement fermés à la migration de la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'ils empêchent la vapeur d'eau de rentrer dans la paroi, et l'été, ils sont beaucoup plus ouverts à la migration de la vapeur d'eau, donc ils permettent à la paroi de s'assécher côté intérieur. Et ici, il y a deux matériaux qui sont sous avis technique en France, le Vario d'Isobert, qui a un SD qui va de 20 cm à 3 mètres, donc de quelque chose d'extrêmement ouvert à un frein vapeur. Et vous avez l'Intello de Proclima, qui va de quelque chose de très très ouvert à quelque chose d'un bon pare-vapeur. Donc enregistré qu'on a, donc finalement, je ne peux pas exactement dire comment ça fonctionne, mais c'est des membranes tissées qui se ferment ou qui s'ouvrent en fonction de l'humidité ambiante, et donc qui permettent de vérifier, qui permettent ce fonctionnement qui va dans le bon sens. Voilà. Ça empêche la vapeur d'eau de rentrer dans la paroi l'hiver, ça permet à la vapeur d'eau de sortir côté intérieur.